Sur la trentaine de pays autorisant la polygamie, 25 se trouvent en Afrique. La Côte d'Ivoire ne fait pas partie de la liste. Le Code de la famille interdit en effet la polygamie. Et pourtant, c'est une réalité indéniable dans le pays. La polygamie est-elle forcément synonyme d'archaïsme et de patriarcat dans nos sociétés? Ou peut-on au contraire être une femme libre, indépendante et coépouse à la fois? Faut-il légaliser cette pratique qui, je le rappelle, est acceptée au plan culturel? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans un tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI. Et ça commence tout de suite. Bonjour et bienvenue dans un tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Bonjour les filles. Bonjour, Quel bonjour. plaisir de vous retrouver. Vous m'avez Tu as bronzé, tout ça. T'as vu? C'est fait exprès. Tu sais, quand tu pars quelque part et que tu reviens, il faut vraiment que tu aies un petit peu changé. En tout cas, on sait que tu as passé quelque part, c'est ça. Donc c'était vraiment volontaire, c'était une mission. En tout cas, on sait que tu as pris du bon temps. Tu es rayonnante. You glow, comme on dit. Voilà, une aussi qui allait changer sa coiffure. Depuis Depuis le temps que vous parlez sur moi. Il faut que je change un peu de tête. Voilà. Non, mais c'est trop joli, ça va très bien. Belle en tout cas. Moi, à fond, on est normal. Oui. On n'est pas J'ai deux coupes. Ah oui, c'est vrai. mais Cheveux de feu. Les cheveux des femmes d'ici. Je suis très basique, toujours noire, petite coupe. Ouais, Mais ça te va bien. Ça te va très bien. C'est une formule qui marche, écoute. Alors les filles, on parle de la polygamie aujourd'hui. C'est le sujet préféré De qui? des Ivoiriens. Oh, ok. Les Ivoiriens, ils sont toujours sur Internet, on avait parlé de ça. Wow. Et Dans de un débattre. de débattre surtout. Absolument. Et donc, aujourd'hui, on parle de ça, mais surtout, du point de vue des femmes. Ouais. On n'est pas dans l'affaire de ouais, qu'est-ce que les femmes pensent. Ouais. Donc, alors, est-ce que vous pensez, les filles, qu'on doit légaliser la polygamie? Elle rigole. Tu sais quoi? Je veux même pas trop dire, parce qu'après ils vont dire que oui, Bon, vas-y, essaie je quand veux même. pas. D'accord. Mais attention, dit t'es féministe, ça fait quoi? Non, mais je veux Moi, je dire, suis bon, féministe et l'assume. oui, mais c'est même pas question d'assumer. Je pense que la polygamie, ça dépend du point de vue lequel tu prends. Moi, je dis non, c'est tout. C'est non, d'accord, ok. Moi, je suis Alors. absolument, enfin, juste pour faire simple et court, Non. pareil, non. Pour moi, après, ça veut pas dire que je juge les autres, mais je pense pas que ce soit forcément le régime qui fonctionne. Moi, j'avoue que j'ai grandi dans une société monogame. Je suis chrétienne et de ma religion, premièrement, c'est interdit, c'est un péché. Commettre l'adultère, ça ne se fait pas. Et deuxièmement, j'estime que lorsque je veux construire quelque chose avec quelqu'un, c'est une personne avec qui je m'allie pour la vie. C'est un partenaire de vie. J'estime qu'on va traverser des moments super heureux comme des moments difficiles. Je vais donner mon corps à cette personne. Et pour moi, j'estime que partager, parce que le fait qu'un homme puisse avoir une deuxième femme, c'est comme si je partage en fait mon corps avec cette fille indirectement vis-à-vis de cet homme-là. Donc j'estime que je suis assez entière de la manière dont je me donne à fond et que je suis entière à lui. Je souhaiterais que ce soit pareil. Donc pour moi, je ne peux pas concevoir Qu'on légalise la polygamie. Alors moi, je suis... Merci. moi, je vais déjà donner deux histoires. Mon père est né dans une famille polygame et ça s'est très mal passé. Il a eu une très, très mauvaise expérience et il déteste la polygamie. Ma mère est née dans une famille polygame. Elle adore la polygamie parce que ça s'est trop bien passé. Elle, sa belle-mère, là, était adorable. C'est-à-dire qu'elle faisait par là même des enfants, même qui ne sont même pas ses enfants. Elle était Sa adorable. belle-mère, La coépouse à ma grand-mère. Voilà, Ok. elle était adorable et tout. Et du coup, ma maman encourageait mon père à prendre une deuxième femme. Mais lui, il ne voulait pas. Tu vois? Donc voilà deux cas. Imagine ça. Et ça peut, pour dire que ça peut marcher dans un cas, comme ça peut ne pas marcher dans deux cas. Oui, c'est vrai. Du coup, moi, je me dis, on peut, dans mon cas, on peut légaliser la polygamie, mais ça ne veut pas dire que les gens vont le faire. C'est comme on légalise l'homosexuel aux États-Unis, ça ne veut pas dire qu'on devient tous homosexuels. Ouais. Ceux qui pensent que ça peut marcher pour eux, ils peuvent le faire. Mais il ne faut pas contraindre quelqu'un à aller faire ce que la personne ne veut pas. Mais en fait, moi, la seule raison pour laquelle je dis
que je ne suis pas forcément pour la légalisation, c'est que déjà en Côte d'Ivoire, depuis 2019, il y a une réforme de la loi sur la filiation qui protège les enfants nés hors mariage. Donc ça implique aussi les familles polygames. Donc ils sont protégés. Donc finalement, pourquoi on a besoin d'aller encore au-delà et de dire oui, c'est bon, polygamie? Qu'est-ce que ça apporte? C'est pour quelle raison? Est-ce qu'on n'envoie pas finalement un message de oui, allez-y, mariez-vous avec 4 Et surtout que la polygamie, c'est vraiment carte blanche pour les hommes. Merci. Donc c'est juste les hommes qui ont cette décision-là de décider s'ils veulent prendre une deuxième, troisième ou quatrième femme. Donc quand tu légalises, après tu prends même certains de nos devoirs où on peut dire, OK, tu n'as pas le droit de le faire, at least devant la mairie. À la mosquée, tu peux le faire. Mais à la mairie, c'est que ta première femme qui est légale. Et bon, donc, alors, nous, si on veut rester ici, là, on va faire une émission, là. Alors, on a des invités. Donc, on va poser la question, comme tous les jours, à notre public. Et on vous a demandé aujourd'hui, faut-il légaliser la polygamie? On écoute certaines de vos réponses. Je pense que la polygamie, on ne doit pas la légaliser parce que du point de vue de Dieu, c'est pas trop correct. C'est pas vraiment correct et ça crée trop de problèmes dans les familles, entre les enfants, entre les épouses, voilà. Et par la suite, Dieu n'aime pas la polygamie. Vraiment, il est préférable qu'un homme, une femme. Moi, je suis contre la polygamie. On ne doit pas légaliser la polygamie parce que moi, je suis chrétienne. La Bible dit que l'homme doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à une seule femme, pas à 2 ou plusieurs femmes. Donc je suis contre la polygamie. Pour moi, on ne doit pas légaliser la polygamie parce que déjà, ça s'entraîne les histoires. Ça entraîne d'abord les histoires. Le monsieur, d'abord, il n'est pas tranquille à la maison. Les enfants ne s'entendent pas. Les 2 femmes, c'est pareil. Donc pour moi, c'est quelque chose à ne pas légaliser. Bon, chez moi, oui. Mais de nos jours, aujourd'hui, une fille même a plus de 4-5 copains. Donc c'est normal qu'un homme peut avoir 2-3 filles. Donc on peut légaliser la première en Côte d'Ivoire sans problème. Le gars, il est sérieux, là. En plus, c'est quel argument par les pieds, ça? Il dit oui, elles ont 4-5 comment? Comme si ça avait marié. Je pense que c'est le contraire, il voulait dire. Il voulait dire que les hommes ont beaucoup de go, donc les femmes devraient avoir 2 ou 3 hommes. Peut-être que c'est parce qu'il a eu un vrai gourmet. Il dit ça. Sinon, je ne pense pas que normalement, il aurait accepté. Je suis d'accord avec faux arguments. Toutes les autres dames avant. Bon, les filles, on va accueillir quand même nos invités en plateau pour en débattre avec des femmes qui ont un avis sur la question. On va accueillir tout de suite Eulalie Kouassi, consultante en digitalisation d'entreprise, qui, elle, est contre la polygamie. Nous avons également aujourd'hui Djeneba Traoré, commerciale, qui, elle, est pour la polygamie. Et Tatiana Mola, ménagère, qui a également signé, lors de son mariage civil, pour le régime polygame. Bonjour à toutes les trois. Vous allez bien? Bienvenue. Alors, vous aurez la lourde tâche de parler de polygamie, de défendre, la très lourde, de défendre ou d'encourager, de contester. Mais avant, on va regarder ensemble ce reportage sur la polygamie, qui est une pratique qui n'est pas légale en Côte d'Ivoire, mais qui est pratiquée. On regarde ce reportage. La polygamie, une forme d'union abolie en 1964 en Côte d'Ivoire. Mais ce régime matrimonial continue de coexister avec le droit à travers les mariages coutumiers. Le droit prend en compte le mariage célébré par l'État, par l'officier de l'État civil, et non le mariage célébré par la religion ou la tradition. Et ce genre de cas-là, on l'appelle la polygamie de fait. Mais en droit, la polygamie n'existe pas. Nous ne pouvons pas tenir compte de ce qui se passe selon la tradition ou de ce qui se passe selon la religion pour dire qu'il existe une polygamie. En ce qui concerne les unions polygamiques contractées avant la date d'entrée en vigueur de la loi, l'époux conserve le droit acquis pour ses mariages antérieurs. Ceci dit, il ne pourra contracter un nouveau mariage qu'après dissolution de tous les mariages dans lesquels il se trouvait précédemment engagé, sous peine d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 50 000 francs à 500 000 francs CFA. Pour l'officier de l'état civil, c'est lorsqu'il a connaissance du précédent mariage du polygame qu'il encourt la même peine que celui du polygame. Il faut noter à cet effet que l'article 455 du Code civil nous dit que la tentative est punissable. Donc celui qui tente de contracter un autre mariage sans qu'il y ait dissolution du précédent mariage est aussi passible
d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs. Cette pratique et ses implications pour la famille alimentent les débats. En 2019, l'Assemblée nationale ivoirienne adopte une réforme de la loi sur la filiation. Depuis, un homme peut reconnaître son enfant adultérin sans le consentement de son épouse légale. Une évolution de la loi qui donne lieu à un sentiment de légitimisation déguisée de la polygamie. En Afrique, le mariage civil polygame est autorisé dans certains pays comme le Sénégal, où l'homme doit avant de se marier faire le choix entre un régime monogame ou polygame. Une fois le choix fait, impossible pour lui de revenir sur sa décision. Alors voilà, on a fait un petit point sur la polygamie en Côte d'Ivoire, qui n'est donc toujours pas légale, mais qui, on le sait, existe. Et d'ailleurs, vous faites partie de ces femmes ivoiriennes qui est en train d'entrer dans un mariage polygame. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Parlez-nous un petit peu de votre expérience personnelle. Mon expérience, c'est que déjà, je ne suis pas encore dans le foyer polygamie, mais je compte y rentrer dans le foyer. Vous êtes fiancée? Oui, je suis fiancée. Et je sais très bien que, comme on le dit, la loi... ne l'autorise pas? Voilà, ne l'autorise pas, mais par la loi musulmane. D'accord. Étant une musulmane, donc déjà, moi, je n'ai pas de souci à cela. Alors, et vous, vous n'êtes pas musulmane, contrairement à Geneba. Vous êtes chrétienne, n'est-ce pas? Mais vous avez signé pour la polygamie lorsque vous vous êtes mariée. Vous êtes camerounaise, je rappelle, d'accord? Et c'est légalisé au Cameroun. Oui, c'est légalisé. C'est rare de voir une première épouse qui s'attend, qui est d'accord pour attendre la deuxième, comme on dit. D'accord, oui, c'est vrai. Chez nous, au Cameroun, la polygamie est autorisée par la loi. Bon, moi, mon cas, quand j'ai eu mon mari, on allait officialiser les choses. Il m'a dit 5 jours avant le mariage qu'on doit signer la polygamie. C'est vrai, pendant 2 heures de temps seulement, j'ai été un peu choquée. Pendant 2 heures seulement. Mais après, je me suis dit, pourquoi pas? La polygamie, pour moi, ce n'est qu'un mot. J'ai dit, si je l'aime et puis même, on peut partir. Et puis, chez nous, au Cameroun, il y a des traditions. Et chez eux, dans leurs coutumes, je vais dire dans leur village, on m'avait dit, leur grand-papa, entre parenthèses, pardon, il avait dit, tous les garçons qui viennent de cette concession doivent signer la polygamie. Et là, j'ai vu plusieurs, ses oncles, tout le monde dans la polygamie. Et ça se passait tellement bien. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Est-ce que je ne peux pas aussi partir? Et il faut préciser, j'étais très jeune. Ce n'était pas une obligation. Et puis moi, je suis partie. J'ai signé pour la polygamie. Et ceci depuis près de 10 ans. D'accord. Déjà. Et vous, alors j'aime bien le regard un peu je suis juste vide de la liste. Je suis juste choquée qu'on accepte de signer la polygamie. Elle a dit quelque chose de très important pendant 2 heures. Il a fallu qu'elle réfléchisse. Moi, je dis, quand on a un choix à faire, le choix, on le connaît tout de suite. On n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit depuis les grands-parents. Ça, c'est juste une histoire à dormir debout pour arriver à la convaincre de signer au final la polygamie. Parce que moi, je trouve que c'est une pression psychologique qu'on lui a faite. Et c'est ce que font les hommes en général pour amener à signer la polygamie. Moi, je ne signerai pas la polygamie aujourd'hui, demain, dans 100 ans. Si je suis mariée plus tard et que mon mari vient me parler de polygamie, chérie, je t'aime de tout mon cœur. Mais bye bye. Mais qu'est-ce qui vous motive à accepter de partager votre homme avec une autre femme? Parce que déjà, c'est difficile même d'être avec son homme et de pouvoir le maintenir dans le foyer, mais le fait même d'accepter de partager même, je dirais, son corps, parce que je le disais au début, vous partagez votre corps avec une autre femme via votre homme. Qu'est-ce qui vous motive, en fait? Moi, déjà, quand vous dites qu'est-ce qui nous motive et tout, ça s'impose à nous. Ah, ça s'impose. Voilà. Non, quand je dis que ça, quand je dis ça s'impose à nous, que vous voulez ou pas, votre homme est déjà partagé. Partagé. On le veuille ou non. Oui. Parce que déjà, moi j'ai l'impression que les femmes, les femmes déjà, les femmes acceptent, elles acceptent que la seconde ou la maîtresse soit, elle soit dehors.
Non. D'accord. Pas forcément. Non, déjà, elles savent. Elles s'attendent à ça. C'est ça que vous voulez dire. Elles se déjà, disent que ça va arriver. Elles savent déjà l'existence. Vous parlez de la normalisation, de la tromperie, de l'infidélité. Ça, c'est une question de Vous voulez dire que Choco Chaka, le gars, il va tromper, c'est ça? Mais pas forcément. Donc... Mais les dames, les femmes, j'en arrive. Okay, la dame, elle sait déjà. Elle sait. Elle peut même connaître l'existence de la seconde. La deuxième femme. Mais elle ne veut pas la voir dans son foyer. D'accord. Elle connaît déjà l'existence, mais elle, comme on le dit, je la préfère dehors qu'on officialise pour qu'on puisse partager l'homme. Tu partages déjà ton homme avec la dame. Pourquoi ne pas accepter qu'elle vienne et puis vous allez vivre la réalité ensemble. Alors vous êtes vraiment résigné, c'est-à-dire que d'homme qui n'a pas d'autres femmes ou d'autres maîtresses ou d'autres intérêts en dehors de la première, ça n'existe pas, tout simplement, c'est ça? Si ça existe, parce que moi par exemple, mon père, il n'est pas polygame. Il est avec ma mère, ça vaut plus de 40 ans. Voilà. Donc. Mais non. Mais ça veut dire que ça existe. Ça veut dire que ça existe? Ça existe. Okay. Moi, je ne dis pas que ça n'existe pas. Ça existe. Mais si se trouve que tu es avec un homme qui veut une seconde épouse, moi, je préfère que tu acceptes pour qu'elle vienne dans le foyer. Vous allez partager à 3. Au moins, c'est officiel. Et comme je le dis, les gens aujourd'hui acceptent. Moi, je préfère une polygamie sincère qu'une monogamie hypocrite. Ok, donc je reviens encore sur le thème que tu as utilisé plus tôt quand tu dis que ça s'impose à vous. Et donc, moi, ce qui me dérange à ce terme-là, c'est que le mariage est un choix. Et donc, il y a les termes de votre mariage qui doivent être établis depuis le début. Et donc, si dans ce choix-là, vous avez décidé que, disons, le processus d'infidélité ou bien de tromperie n'est pas permis, et donc, quand les paramètres de ce mariage-là sont brisés, vous avez l'option de partir. Ou bien, pourquoi est-ce que maintenant la polygamie est imposée et vous sentez le besoin d'accepter, au fait? Comme si vous n'aviez pas ce choix-là, vous n'aviez pas ce choix de décision, cette permission de partir, ou bien même de lui poser un ultimatum ou voilà, je ne veux pas. Vous avez votre avis à dire? Oui, j'ai mon avis à donner. Comme vous l'avez dit, soit je pars, soit je reste. Si je pars, l'autre rentre. Oui, bien sûr. Voilà. Si je reste, c'est pas le fait de rester qui va faire qu'il va abandonner l'autre. Et si je décide de rester, il décide de ne pas abandonner l'autre et on partage son corps, on partage son intimité, on partage son quotidien. Qu'est-ce qui me différencie d'une personne polygame? Alors, moi, je vais plutôt aller sur l'épanouissement. Allons-y, attendez, Djeneba. Je vais partir sur l'épanouissement même du couple. Est-ce que vous pensez que si une personne rentre dans votre couple que vous avez bâti, il y a des manières de faire que vous avez, et je parle surtout pour la première dame, puisque vous attendez une coépouse. Bien sûr. Et elle est bien sûr. Alors que Djeneba, vous êtes seconde épouse. Donc, Tatiana. Est-ce que vous pensez que vous aurez peut-être une femme qui pourra venir aussi contribuer à l'épanouissement ou bien elle peut déstabiliser carrément votre épanouissement? Est-ce que toutes les femmes vont venir être là, gentilles, être amies avec vous et tout? Ça peut être de mauvaises femmes. Enfin, quand je dis mauvaises, c'est en griffe, quoi. Des femmes qui vont vouloir arracher complètement l'homme ou bien être mauvaises avec vous faire des trucs. Vous ne pensez pas à ça? Ça peut arriver, ça aussi, oui. Oui, c'est vrai, ça peut arriver. Mais je pense que de nos jours, peut-être, les gens ont peur du mot polygamie, mais ils ne connaissent même pas ce qui se passe réellement dans les foyers polygames. Moi, je prends un peu mon cas. Comme je dis, ça fait presque 10 ans que je suis avec lui. Si aujourd'hui, mon mari me dit peut-être, ou bien je constate peut-être, je constate peut-être que mon mari peut-être est attiré par une femme dehors. Tout le temps, il est dehors peut-être avec une autre femme. Sincèrement, je serais celle qui va proposer qu'il aille chercher la fille et de la mener dans la maison. Avant ça, je serais prête. Je serais prête, dans la tête déjà. Je vais me préparer à accueillir. Je préfère qu'il vienne avec la femme dans la maison au lieu de partir dehors. Et si la femme arrive dans la maison, qu'elle va peut-être déranger ou bien faire ce qui n'est pas bien, sincèrement, avant que la femme n'arrive, que tu sois bonne, que tu sois mauvaise, je serai prête.
parce que je sais d'abord ce que je veux. Donc, si j'ai accepté la polygamie, c'est parce que je suis aussi très intelligente. Donc, attendez, rapidement, ça veut dire que vous allez mettre les balises alors? C'est ça? Les balises, vous allez lui dire, bon, on fait comme ci, on fait comme ça, vous allez mettre les règles. Oui. Vous allez mettre les règles, en fait, c'est ça? Bon, là, je vais parler chez nous, peut-être, au Cameroun. La première femme, on les appelle souvent, entre parenthèses, la reine-mère. La reine-mère. C'est elle qui décide. Donc, tu ne décides pas de tout, mais les autres t'écoutent quand même. OK, d'accord. Donc, je peux décider. Est-ce qu'en réalité, et si elle t'écoute il n'y a pas ce mythe aussi qui fait dire à tout le monde que c'est parce qu'il y a plus d'hommes que de femmes et que la femme, en fait, malheureusement, elle se retrouve un petit peu coincée à partager. Plus de femmes que d'hommes, non? Pardon, autant pour moi, plus de femmes que d'hommes. Donc, malheureusement, la femme se sent un petit peu, malheureusement, lésée. Elle n'a pas le choix, etc. Est-ce que ce n'est pas surtout ça qui fait que ça pousse ces dames, justement, à accepter cette condition? Pour répondre justement à cette question, moi, j'aimerais revenir sur les chiffres il y a plus d'hommes que de femmes. D'accord. En fait, c'est un gros mythe parce que la différence entre les hommes et les femmes, c'est juste une centaine de mille de femmes supplémentaires. Et c'est à l'échelle du monde, donc ça dépend des villes, des pays. Mais en Côte d'Ivoire, il y a maximum une centaine. Je crois 100 004 en Côte d'Ivoire. Femmes supplémentaires. Donc, c'est 100 000 femmes. Si je dois en faire partie, ça va me faire mal, mais ces 100 000 femmes peuvent rester sans mari. Mais là n'est pas la question. Mais là n'est pas la question. Moi, tout à l'heure, quand Tatiana était en train de parler, elle a dit, elle ne sait pas si la dame qu'elle va recevoir dans son foyer sera bonne ou mauvaise. Et si c'est le cas, si c'est une femme qui n'est pas bien, tu mets en péril l'éducation de tes enfants. On se marie pour une raison principale, avoir des enfants, leur donner une bonne éducation et une stabilité. Mais à partir du moment où on a... Bon, c'est l'une des raisons. C'est une des raisons. L'une des raisons. Comment je vais mettre en péril l'éducation des enfants? À partir du moment où il y a un conflit dans le foyer, l'équilibre des enfants, tout de suite, ça ne va plus. Les enfants, ils voient les mamans tout le temps en train de se disputer, en train de se faire des jalousies. Le papa qui est pas juste parce qu'il donne plus de cadeaux à la maman X, il en donne moins à la maman Y. Qu'est-ce que l'enfant, il va penser? Parce que bon, je vais lui demander le conflit. Quand elle va venir faire conflit, ça sera avec qui? Moi, je pense qu'elle va se bagarrer seule dans la maison. Il n'y a pas de conflit chez elle. Moi, chez moi, il n'y a pas de conflit. Comme tu viens, c'est comme ça, je dis... Quand tu as déjà signé polygamie, c'est vrai, il y a l'amour. Tu aimes ton mari, mais tu as aussi une priorité qui sont tes enfants. Oui. Et si elle vient et frappe vos enfants, un exemple? Si elle vient et qu'elle tape un de vos enfants? Bon, même la voisine, même quelqu'un du dehors peut frapper mon enfant. Oui, et donc, mais celle-là, elle habite avec toi, tu l'as invitée. Oui. Donc, qu'est-ce que vous faites maintenant? C'est le de régler, peut-être. Si elle frappe mon enfant. Il y aura conflit. Bon. Je pense que ça apporte à une question un peu plus générale. Avec le voisin, il y a différents cadres de polygamie, on est d'accord, n'est-ce pas? Il y a polygamie où on vit tous ensemble dans une sorte de maison, une vraie famille nucléaire, presque. Et il y a la polygamie où chacune va avoir sa maison et son indépendance et puis son cocon. Est-ce que vous pensez qu'il y a un cas de figure qui est meilleur que l'autre? Et c'est quoi votre désir à vous, personnellement, à toutes les deux? Moi, par exemple, moi, je préfère où chacune est dans son monde. Mais comme dans les foyers musulmans, je sais qu'il y a des moments, par exemple, pendant des fêtes, pendant les cérémonies, on sera obligé de se mettre ensemble. Voilà, de se mettre ensemble. Et moi, je dis toujours, il y a un point aussi que les gens doivent savoir. Un homme qui n'a pas assez de moyens financiers ne doit pas penser à la polygamie. Ne doit pas... Ça, je suis... Ne doit pas rêver, même. Non, il doit pas je suis d'accord. Je ne dois pas penser. Il ne doit pas penser à la polygamie. Qui font polygamie. Non, parce que pourquoi? Parce qu'il faudra mettre les femmes à l'aise. Oui. Il faudra les mettre chacune dans son milieu pour ne pas que l'autre empiète sur la liberté de l'autre. J'en arrive. Est-ce qu'en réalité, dans les faits, ça marche? Ben oui, moi j'ai vu... Un homme qui prend une première femme, après on voit l'homme est fatigué. En fait, en général, les hommes qui prennent les deuxièmes femmes, c'est parce qu'ils sont fatigués de la première. Alors, moi, je vais juste ajouter, Aurélie, on a vu aussi le mariage de Regina Daniel avec le milliardaire Ben Yoko. Elle est avec son épouse, elle est avec la coépouse,
avec tous les enfants, ils vivent ensemble. Le gars, il est milliardaire. L'hypocrisie, justement, parce que c'est l'hypocrisie qui fait que ces personnes-là vont montrer une image de beauté, tout va bien dans le foyer, mais allez chercher un peu plus en profondeur, vous allez vous rendre compte qu'il y a des problèmes. Il y a quand même des problèmes en profondeur dans la famille des gens. Faut voir ce qu'on te montre. Si elle te montre qu'elle est heureuse, pourquoi toujours aller chercher... Parce qu'il est lassé de la première. Moi, je veux qu'il est lassé de la première. Ne prenez pas toujours le problème comme ça. Pas parce qu'il est lassé de la première. Il peut arriver que l'homme, il est avec sa femme, il l'aime. Mais il peut tomber, par exemple, si vous êtes une très belle femme. Merci beaucoup. Moi, il peut tomber sur vous. Elle peut être votre épouse. Et puis, oui, il peut tomber sur vous et il tombe amoureux. Il tombe amoureux, il est sublimé par vous. Mais, et là, il ne va pas se dire parce que j'ai déjà Djeneba, donc je ne veux pas... Mais on a combien de on a des yeux. Non, on a des yeux aussi. On voit Brad Pitt à la télé, mais on a avec notre gars ici. On est polyandre à partir d'aujourd'hui. Merci. Non, mais ce qu'on a à dire, c'est qu'un homme... on est d'accord que les hommes trouvent les femmes belles et les femmes trouvent aussi les hommes. Alors, est-ce qu'on doit tous se balader et dire « Ah oui, moi, lui, je l'aime bien, je le veux pour moi ». Mais justement. Et c'est de dire que les hommes n'ont pas la capacité de renier ce désir et de contrôler leurs émotions. Donc, pourquoi se marier? Alors, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est que quand vous acceptez qu'il y a une autre personne qui partage votre mari, finalement, où est-ce qu'on met l'amour ? Parce que quand on aime réellement, on n'a pas envie de partager. Donc, il y a la jalousie, il y a beaucoup de choses. Certaines personnes. Est-ce que l'amour, ou bien alors, vous changez vos priorités? Vous vous dites, bon, l'amour, là, on va laisser ça. Moi, je vais m'occuper de mon argent et de mes enfants. Est-ce que c'est ça? Ou bien on peut réellement aimer quand on est dans un foyer polygame? Pour moi, oui. Oui, on peut réellement aimer dans un foyer polygamie parce que moi, je suppose que c'est mon homme que j'aime. Et pourtant, on dit que quand on aime un homme, on le prend avec tout. Donc, on le prend avec ses femmes aussi. Ses qualités, ses... Non, mais au-delà même de ça. Attends, elle a dit quelque chose tout à l'heure. On aime l'homme, on aime sa maman, ses enfants. Donc, est-ce que je dois aimer mes coépouses? Attends, oui. Oui, tu peux aimer tes coépouses. Quand tu as dit tout à l'heure, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Tu as dit quand on aime un homme, on l'accepte avec quoi? Avec ses qualités. Avec tout et ses qualités. Si mon homme a décidé la polygamie, c'est pas une qualité. D'aimer. Si mon homme a décidé d'aimer Aurélie, si mon homme a décidé d'aimer Aurélie, si j'aime mon homme, je vais aimer Aurélie. Mesdames, j'adore ce débat, c'est génial. Mais on doit partir en pause. On bouge pas. Et vous, surtout, vous ne bougez pas. On se retrouve juste après une page de pub. À tout de suite. Bienvenue sur le plateau des Femmes d'ici. Je rappelle que les Femmes d'ici, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05 sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, qui est le bouquet 204 de Canal+, et le numéro 4 de la TNT. Aujourd'hui, on parle de la polygamie. C'est un sujet qui met le plateau en feu. Et nous sommes avec Eulalie Kouassi, elle est consultante en digitalisation d'entreprise, elle est contre la polygamie. Nous avons Djeneba Traoré, commerciale, qui est pour la polygamie, et Tatiana Mola, ménagère, qui est pour la polygamie. Alors, ce que moi j'ai envie de savoir, Djeneba, c'est que vous, par exemple, vous entrez en tant que deuxième épouse. Et apparemment, il n'y aura pas de conflit. C'est ce que vous dites. Vous ne pensez pas à des conflits. Donc, vous pensez que la première va vous recevoir comment? Si vous tombez sur une première qui ne veut pas, quelle sera votre attitude pour que la première vous accepte déjà et qu'il n'y ait pas de problème? D'abord, si j'attends sa caution pour rentrer, je pense que je ne vais jamais rentrer. Okay. D'accord. Ça, c'est un vrai point. Là, je suis... vous laisser parler, mais... Là, je suis sincère. Okay. Maintenant, si je rentre, je vais essayer. En toute chose, moi, je dis c'est la communication. Je vais essayer de parler avec elle, de communiquer pour qu'on puisse s'entendre parce que je vais lui dire de primer d'abord le bonheur de notre homme. Oui. Maintenant, moi, ce que je veux vous demander... Aurélie, pardon, je n'ai pas posé des questions depuis. Je
met gros sur le cœur. Le bonheur personnel, quand vous parlez du bonheur personnel, c'est parce que je pense que je suis déjà dans le bonheur, que j'essaie de rentrer, que je rentre dans un foyer. Mais dites-moi, si vous tirez aujourd'hui, vous êtes la deuxième, d'accord? Mais bientôt, il y aura une troisième, il y aura une quatrième. Oui. Et en plus de ça, en fait, est-ce que vous n'êtes pas d'accord aussi avec le fait que, en fait, c'est une sorte de généraliser en fait l'infidélité, mais de légaliser l'infidélité? Ouais. Parce qu'en réalité, vous êtes la deuxième aujourd'hui, mais vous ne le sentez pas. Mais un jour, il va vous dire aussi, je veux une troisième ou une quatrième. Et peut-être même souvent, même il y a 4 femmes. Et puis le gars même va dehors. Elle est deuxième, mais le gars même va dehors encore pour être infidèle. C'est comme ça, Qu'est-ce que vous dites de ça? Vous voulez accepter de vivre par amour avec un homme qui a de l'argent, mais qui s'occupe bien de vous, mais vous laissez l'amour de côté pour faire ses bêtises dehors, ou bien pour avoir d'autres femmes dehors? Je ne comprends pas. Non, vous ne me comprenez pas. D'abord, je ne parle pas au nom de toutes les femmes, je parle à mon nom. D'accord. Mon homme, je ne l'aime pas parce qu'il a l'argent. Je pense, hors antenne, je l'avais déjà dit, c'est quelqu'un qui me respecte. C'est quelqu'un qui m'a rendue femme. C'est quelqu'un qui a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Quand je dis, je ne parle même pas du côté financier. Parce qu'une femme, ce n'est pas... l'amour, ce n'est pas le matériel pour moi. L'amour, c'est être heureuse au plus profond de soi. Voilà. Là, je suis heureuse au plus profond de moi. C'est moi, je sais ce que je vis. Donc, du coup... Cet homme, si je suis tombée sur un homme qui est déjà marié, ça, je dis que c'est ce que Dieu, je mets toujours Dieu au devant, Dieu a prévu pour moi. Si j'étais tombée sur un homme célibataire qui me rendait femme comme il me rendait, j'allais accepter. Et étant dans ce mariage, étant célibataire, comme un monogame, première, si cet homme veut prendre une deuxième femme, moi, Djeneba Traoré, je n'allais jamais m'opposer. OK, maintenant, je veux rebondir sur cette partie. Vous dites que vous vous mariez et vous voulez cet homme parce qu'il vous rend heureuse, il fait de vous la femme que vous êtes, OK? On suppose, pour un instant, vous rentrez dans ce foyer et sa femme, vous créez des misères, vous n'êtes plus aussi heureuse que vous l'étiez, ou bien vous êtes première, d'autres vous invitez, disons, le conflit, le potentiel conflit, parce que chez Tatiana, il n'y a aucun conflit. Donc, est-ce que maintenant, vous pouvez mettre votre bonheur en priorité et dire que si ça ne marche plus, j'ai la possibilité et le choix de partir? Ou bien pour vous, le mariage, c'est la souffrance, il faut supporter. S'il veut 5, 10, 15 femmes, je suis là. C'est lui seul, son bonheur qui compte. Est-ce qu'une fois que votre bonheur est compromis, pour vous, cette histoire de polygamie-là, c'est bon? Ou bien vous êtes là? Et ça, c'est pour Tatiana Vous aussi. avez dit, vous me rejoignez un peu quand j'ai dit qu'on se marie pour le bonheur. Oui, c'est ça. On se marie pour le bonheur. Bien sûr. Si mon bonheur est compromis, comme vous le dites, là maintenant, jusqu'à ce que je perde ma vie, non, je ne perdrai pas ma vie pour ce bonheur. OK. Tatiana? Bon, moi, peut-être, le mariage, ce n'est pas seulement le bonheur. Pour moi, c'est le bonheur et aussi le pire. Mais ça dépend aussi... Le piment. Le pire. Le pire. Ah. Ça dépend aussi du pire, vous voyez. OK. Si une autre femme vient et que tout change dans la maison, connaissant mes compétences, en tout bien sûr, je suis sûre que je vais faire changer la femme qui va entrer dans ma propre maison. Si elle vient même avec des mauvaises intentions dans la maison, peut-être pour créer la design dans la maison, je vous assure, à 90%, chez moi, ça ne va pas se passer. Parce que, bon, ça, je ne vais pas le dire sur les antennes. Vous avez dit quand même fort. À ce moment-là, moi, j'ai bien envie de savoir. Ma réaction, si elle vient déranger, je dis, j'ai les capacités, je suis sûre de moi de canaliser les choses. Et si vous n'y arrivez pas et que ça devient un conflit entre votre mari si on est dans la même... Au point même où votre mari veut vous le laisser définitivement pour rester avec elle si mon mari veut me laisser définitivement, même si tu es marié dans un régime monogamique, ton mari peut aussi... Oui, mais ça, c'est la question à vous. Mais s'il voit qu'il veut me laisser à cause de ça, je vais faire pareil que dans un mariage. C'est pareil. Eulalie, la question que j'ai envie de vous poser, c'est... Parce qu'on parle beaucoup des femmes qui sont donc pour et qui sont dans la
polygamie. Moi, je sais que j'ai grandi dans un foyer musulman, d'accord, où c'est autorisé, même si aucun de mes parents n'est polygame, donc je ne connais pas la polygamie de près. Ce que je connais de la polygamie, c'est balle poussière, et c'est pas très positif. Non, mais c'est vrai. Moi, ça m'a un peu traumatisée comme image. Vous, qu'est-ce qui vous rend aussi averse à ça? Et aussi, j'ai envie de savoir, est-ce que vous n'avez pas, quelque part aussi, en tant que femme célibataire, si vous l'êtes, cette pression sociale qui pourrait vous influencer dans ce sens-là? Qu'est-ce qui me rend rigide à la polygamie? C'est un mot qui passe même pas dans ma tête. Je pense pas qu'il pourra passer un jour. Parce que pour moi, se mettre en couple, on passe sur l'amour. Donc, à partir du moment où il y a de l'amour, l'amour, c'est entre deux personnes. Il n'y a jamais trois personnes, sauf les amitiés, je veux dire. Mais l'amour d'un couple, c'est deux personnes. Donc, pourquoi est-ce qu'une troisième personne viendrait s'immiscer dans cette relation-là? Ça, je ne conçois pas ça du tout. Et en plus de ça, on se met en couple, on se marie pour une certaine... pour qu'il y ait la paix, l'équilibre. Et moi, tout ce qui va venir empiéter sur ça, non merci. Ouais. D'accord. L'éducation de mes enfants. À partir du moment où il y a quelque chose qui va, ne serait-ce que déranger un tant soit peu, je ne vais même pas vers cette chose-là. C'est pour ça qu'à un moment de ma vie, j'ai dit, je ne me fais plus draguer par des hommes mariés. Parce que je n'ai pas envie de tomber amoureuse et d'entendre plus tard, je suis polygame. Vous ne donnez même pas la possibilité. Dès le départ, barrière. D'accord. Bon. Et pour aller plus loin, je suis avec quelqu'un il n'est pas polygame. Non, mais il est musulman, mais ce n'est pas un musulman qui est pour la polygamie. Bien sûr. Donc, du coup, une relation, c'est la base. Dès le départ, moi, je suis contre la polygamie, donc je ne vais pas fréquenter des personnes pour qui la polygamie passe. Mais elle m'a donné une bonne note quand elle a parlé du musulman. Elle voulait rebondir sur ça. Je vais un peu répondre par rapport à ce que tu dis. Tu dis... en fait, tu refuses la polygamie parce que tu peux épouser un homme, vous signez la monogamie, il signe avec toi à Abidjan, monogamie, il va à Yamoussoukro, il signe monogamie avec une autre femme, il va à Daloa peut-être, il signe et puis il signe. Peut-être c'est le jour... La loi, c'est sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. Je suis désolée. Vous voulez dire qu'il a marié, mais il la trompe avec d'autres femmes dans notre ville. Tu peux être dans la maison avec le mari, vous avez signé la monogamie, mais dehors... Mais c'est en ce sens, c'est la même chose, vous vivez ce que nous on vit. Il n'y a pas la différence entre nous. Il y a le respect. C'est ça, c'est une question Moi, on est ensemble, tu me respectes, je veux pas... Ok, tu me trompes, mais je veux pas voir, je veux pas savoir. Mais le jour où tu vas... Du coup, c'est pour ça qu'il y a souvent des cas. C'est pour ça que certains qui font des AVC. Tu veux voir... Après, tu peux avoir un... Il y a Afou qui souhaiterait vous parler, s'il vous plaît. Je vais poser une question. Je sais que ça brûle ici. Non, parce que je pense qu'une partie de la polygamie qu'on devrait en parler, c'est cette partie où on parle de religion. Parce que c'est souvent ce justificatif-là que les gens utilisent. Et j'aimerais poser cette question-là peut-être aux musulmanes qui sont sur le podium, autour du verset, parce que c'est une seule fois et une petite partie du Coran, disons même 2 lignes, où on parle de cette histoire de polygamie. Et c'est vraiment dans le contexte de veuve, d'orpheline. Et même, il y a une partie qui dit que si tu sais que tu ne pourras pas être juste envers elle, reste avec une, ou bien tu as... c'est même pas et, genre c'est forcé, ça y est sur ta tête. C'est 2, 3 ou 4. Et donc, pourquoi est-ce que les gens maintenant, pendant que le Coran est aussi... C'est un document très large, on ne veut pas suivre tous les dits du Coran, mais forcément cette partie de polygamie. Est-ce que c'est pas parce qu'ils le veulent? Voilà. Est-ce que c'est ça, justement, et comment exactement. Et donc cette infidélité qu'on est en train de juste normaliser, c'est pas ça le problème. Versus le Coran a dit, donc on doit le faire. Non, moi je pense pas que, comme elle a dit, elles sont son homme, il est musulman, mais il n'est pas pour la polygamie. Ce qui veut dire que les gens, c'est pas tout le monde qui se base sur ce verset. Oui, mais même quand tu es pour, ça devrait être pas une petite plus jeune, plus fraîche. Ça doit être une orpheline, une veuve, quelqu'un que tu veux aider. Oui, il y a d'autres qui sont... C'est ce que le Coran dit. Non, c'est ce que le Coran dit. Est-ce que c'est tout ce qui est dans le Coran que les gens... C'est bien, mais non, pourquoi est-ce que quand il s'agit de polygamie, vous partez dire que vous avez pioché ça dans le Coran?
Non. C'est pas elle qui a dit peut-être. C'est pas moi, vous avez dit que vous êtes musulmane. Jusqu'à Vous avez dit que vous preuve êtes du contraire, sur ce podium, je n'ai pas parlé de ça. Maintenant, quand je dis ne prenez pas la chose comme ça. Nous sommes pour la polygamie parce qu'il faut donner aussi la chance à toutes les femmes d'être dans un foyer. Ah, pour revenir... Pour revenir au fait de donner la chance à toutes les femmes d'être dans un foyer. Parce qu'en fait, c'est la seule option, quoi. À partir du moment où il y a équilibre, limite, il y a équilibre presque entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes. Va chercher pour toi. Va chercher ton mari. Dans ton compte d'hommes, il y a d'autres qui ont décidé d'être homosexuels. Et il y a d'autres... d'être oui, lesbienne, oui. Donc là, il y a un équilibre. Donc, c'est quoi l'autre argument? Non, l'autre argument, non. Il y a des hommes qui ont décidé d'être homosexuels, il y a des femmes également qui ont décidé d'être lesbiennes. Donc, ça équilibre. On continue. Donc, il y a un équilibre entre les deux. Et en plus, je veux dire, moi, je sais qu'on parle de la religion musulmane, mais il y a aussi la religion chrétienne. Je le disais tout à l'heure, dans Genèse, chapitre 2, verset 24, l'homme quittera son père et sa mère et ne s'attachera qu'à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Non pas ils vont devenir 10 chairs, ils vont devenir une seule chair. Donc même vous, et j'oriente même ma question vers vous, Tatiana, parce que vous êtes chrétienne, et aujourd'hui, vous êtes chrétienne camerounaise, et vous acceptez on va dire, votre chair. De partager, d'être plusieurs chairs. Pourquoi est-ce que pourquoi vous ne suivez pas ce précepte et vous acceptez de partager, en fait? Parce que si c'était vous, imaginons que c'était vous, qu'on est soit dans un pays polyandre, par exemple. Vous êtes sûr que votre homme vous aurez permis de pouvoir être marié à un autre homme et partager? Oui. D'accord. Votre homme est généreux. Mais donc, pourquoi vous êtes chrétienne et que vous acceptez ce précepte? En fait, comme je l'ai dit au début, oui. C'est ça, elle a répondu. Dans sa tradition, la tradition de mon mari. Donc, pour moi, c'est traditionnel. Okay. Donc, c'est pas seulement religion, c'est la tradition aussi. Oui, c'est la tradition aussi. Mais donc, vous auriez... Culturelle aussi, merci. Donc, vous avez préféré sacrifier, en fait, votre bonheur, on va dire. Exactement. Parce que vous aurez pu dire, bon, je ne prends pas cet homme-là, je prends un autre, qui n'a pas cette tradition-là chez lui. D'abord, je suis désolée quand vous dites sacrifier le bonheur, parce que je pense que le plus beau cadeau que j'ai aujourd'hui, c'est mon mari, M. Moula, qui m'a fait signer polygamie. Je ne suis... Écoutez, je n'ai pas sacrifié mon bonheur. Tatiana, je suis... Moi, j'entends complètement ce que vous dites. Et vous avez absolument raison. Mais aujourd'hui, vous êtes théoriquement dans un mariage polygamique. Bon, attends, je reviens. Théoriquement dans un mariage polygamique. Pardon, une minute. Oui. C'est vrai, je n'ai pas encore de préépoux. Je vais aussi montrer aux gens, on peut signer polygamie et puis ton mari ne ramène pas une deuxième femme à la maison. Non, c'est la polygamie. Non, je viens juste pour vous montrer un truc. Il n'y a pas de second époux. Pour dire, si mon mari décide, je parle à mon visio, s'il décide qu'il veut faire venir une femme à la maison, moi, je l'accueille. Tu l'accueilles? Oui, je l'accueille. D'accord. Oui, c'est moi qui irai la chercher. Mais quelque part, il y a un petit truc dans le cœur qui dit, mon Dieu, fasse qu'il n'y ait personne. Mon Dieu, pourquoi? Mon Dieu, non, je pense que en fait, c'est pas plus intéressant de se dire aussi. Est-ce que l'objectif, c'est pas que justement vous soyez heureuse, que votre homme vous valorise, qu'il vous regarde que vous, qu'il soit avec vous seulement? Est-ce que vous ne serez pas jalouse un tout petit peu, qui détourne ce regard-là de vous pour aller voir une autre femme? Même si tu signes la monogamie. Mais elles sont dans un aspect, elle dit que même si tu signes la monogamie, oui, c'est ça en fait, tu vas te tromper. Et donc, il y a certaines femmes, moi je dis que la base, c'est quand elles acceptent, pour dire que dans tous les cas, l'homme va vouloir plusieurs femmes. On doit conclure, il nous reste genre 10 minutes. Non, moi je pense que c'est une affaire de prédisposition d'esprit. C'est-à-dire qu'on peut, on peut accepter, on peut être conditionné pour accepter ou on peut ne pas accepter. Et il ne faut pas forcer. N'est-ce pas? Vous pensez qu'il ne faut pas forcer des gens qui ne veulent pas la polygamie? Voilà, il y a des personnes qui ne veulent pas. Il y a des personnes, que ce soit des femmes ou bien des hommes, qui ne veulent pas de la polygamie et tout. Moi, je connais quelqu'un qui a dit, il a dit comme ça, un monsieur, un père de famille qui a dit, lui, il a été dans une famille polygame. Ça s'est très mal passé. Donc, il a décidé aucun de ses enfants garçons ne prendra ne sera polygame. Et il n'acceptera jamais aussi que ses filles
soit polygame. Okay. Donc vous êtes d'accord avec le fait que la loi, vous souhaiteriez que les parlementaires aujourd'hui puissent travailler sur un principe de proposition de l'égalité, dans le sens où, à la mairie à Koko, si on dit la mairie même à Abidjan ou dans Côte d'Ivoire, on accepte le choix de la polygamie ou de la monogamie. Vous voudriez que cette loi se fasse aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Si, moi, je suis pleinement d'accord, parce que si déjà il y a une loi qui a été votée où on accepte nos enfants qui sont hors mariage, pourquoi accepter l'enfant et ne pas accepter la mère? Moi, c'est vrai que... Mais les enfants, ils n'ont rien demandé, au fait. C'est clair que je ne serais pas d'accord avec cette loi du tout. Mais si, d'aventure, par malheur, cette loi elle est votée, moi, je vais travailler 2 fois plus parce que je pense qu'une femme indépendante ne va pas se faire chier dans un foyer polygame à subir ou à supporter des choses qu'elle n'a pas envie de supporter. C'est ce que les gens pensent. Ouais. C'est ce que les gens pensent. Mon dernier mot, c'est quoi? C'est ce que les gens pensent, c'est que peut-être quand tu signes la polygamie, peut-être tu es... Dépendante financièrement? Non, pas dépendante. Peut-être tu sauves, peut-être tu es soumise, tu es très soumise. Vous ne pensez pas? Non. On peut être indépendante, on peut être une femme pleinement accomplie et être dans un foyer polygamique. Polygame. Palpable. Vous êtes la pauvre papa. C'est sur ça qu'on va terminer cette émission. Merci beaucoup à toutes les 3 d'avoir été avec nous. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Dans vos unions respectives, hein, vous en tout cas, monogamie. Vous, on attend votre coépouse ici. Oui. Bon mariage, bonne chance avec la première femme. Vous ne partez pas, chers téléspectateurs, on se retrouve tout juste après la page pub. À tout de suite. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici. Alors on espère que vous vous êtes remis de vos émotions après ce débat brûlant sur la polygamie. On va changer un petit peu de registre, n'est-ce pas? Oui, on va redescendre la pression un petit peu en parlant de nourriture et on va faire un clin d'œil à une dame, une restauratrice qui s'appelle Nina Loukou. On l'appelle Miss Cocktail et c'est la reine de la fusion des saveurs. Elle est à la tête de 3 restaurants sur Abidjan. On en parle dans ce reportage de Chèque Bleu. Il est 8h. Ses baskets aux pieds, le regard caché derrière des lunettes de soleil que Nina arrive à son restaurant situé à la Riviera Palmeraie. C'est dans cette villa, transformée en espace gastronomique, que cette ancienne bartender, reconvertie en chef cuisinière, propose des menus tout aussi riches en couleurs qu'en saveurs. Bonjour les filles. Bonjour madame. Réunion technique, 2 minutes, dépêchez-vous, on n'a pas le temps. Rapidement, on attaque. Bonjour les gars, tout le monde. Bonjour madame. On se retrouve ici. Comme chaque matin, c'est l'heure de la traditionnelle réunion avec son équipe. Aujourd'hui, c'est quel jour? Lundi, madame. Les filles, aujourd'hui, c'est quel jour? Lundi. Début de semaine. On n'a pas besoin de m'énerver aujourd'hui. On ne va pas répéter les mêmes choses qu'on répète tous les jours. Là. La cuisine, le repas est impeccable, tout est très bon. Le service est lent. Au lieu de vous battre vos collègues là, quand on vous demande des plats, là. Vous servez les plats, les clients mangent, ils partent, ils sont contents. Au menu du déjeuner du jour, un plat aux accents métissés, du gigot de bouc à l'igname de Bordeaux. Moi j'adore les couleurs parce que je trouve que les couleurs ça apporte une petite note de soleil, ça apporte la gaieté. Et puis quand les clients viennent à votre table, c'est pas pour retrouver de la tristesse, c'est pas pour retrouver de l'amertume forcément, mais voilà, juste à travers les assiettes colorées, on peut déjà communiquer une certaine joie, une certaine gaieté, un air de voyage, etc. C'est un peu pour cela que toutes mes assiettes sont colorées. Après l'ouverture d'un premier restaurant il y a 4 ans, Nina est à la tête aujourd'hui de 3 établissements et emploie une 40aine de personnes. Sa passion pour la cuisine, elle sait la transmettre, notamment à la jeune génération. Je ne dirais pas la cuisine européenne ni la cuisine africaine, je dirais plutôt la cuisine universelle, en ce sens où on retrouve de tout. On va utiliser des ingrédients de l'Italie pour faire l'assaisonnement, on va utiliser par exemple des légumes, par exemple du Japon pour cuisiner, on va utiliser par exemple, des petites sauces de la Chine, de la France, du village, du Tchad, du piment du Niger, vraiment. Un peu de tout. Dernièrement, j'avais reçu du piment doux, même du Rwanda, je crois, un piment rwandais que j'utilisais pour faire un chokuya. Donc vous avez vu, c'est pour vous dire qu'ici, c'est un peu de tout.
Le gigot est enfin prêt pour le plus grand plaisir de clients impatients de le déguster. La sauce même continue à griller. Le client même pourra manger même la petite sauce là, il pourra gratter par-dessus. C'est pas grave ça. La viande est très bonne, elle est moelleuse, assaisonnée, elle est parfaite. L'assaisonnement, les épices, on ressent les épices, on ressent l'amour même dans le plat. Très bien fait, moelleux, c'est ce que j'aime dans la viande. Avec le mélange de cuisine d'ici et d'ailleurs proposé par le restaurant de Nina, celui-ci est devenu en si peu de temps l'une des destinations les plus prisées d'une clientèle locale et occidentale, désireuse de découvrir de nouvelles saveurs tout aussi colorées qu'originales. Bonjour Nina. Bonjour les filles. Nina, vous avez donné Nina. faim. Attendez, Nina, quand on vient chez les femmes d'ici là, Pas les surtout à l'heure là, on vient pas comme ça. Franchement. On va rattraper le coup. Merci beaucoup. Demain, vous allez bien manger. Après avoir regardé ce portrait, on a juste la bouche. le ventre. Franchement, en fait. il faut goûter pour vous savoir. En tout cas, félicitations à vous. Ça a l'air très très bon. Merci beaucoup. Je vois que vous étiez bartender avant. Si. Et maintenant, vous êtes chef cuisine. Ah, vous êtes toujours? Oui, toujours bartender. Ouais, à la base, c'est bartender. Mais maintenant, je suis passionnée de cuisine. D'accord. Donc, du coup, la cuisine prend parfois le dessus. Vous vous êtes formé un peu? De casquette, oui. D'accord. Formée en bartending. Après, la cuisine, c'est plus la cuisine... Enfin, comme je dis, on n'arrive pas à me contenir, en fait. C'est-à-dire, je fais un peu de France, d'européen, etc. Mais je vais où mes idées m'emmènent. Je vais cuisiner dans des bambous, je vais cuisiner dans de la Wallet, je vais cuisiner dans une noix de coco. C'est plus une cuisine de voyage, en fait, on va dire ça. Wow. Donc, c'est un peu ça. Alors justement, cette exploration, quelque part universelle, de tout ce qui est bon un peu partout, on a entendu, vous avez dit que vous prenez des légumes du Japon, du piment du Rwanda. D'où ça vous vient, cette envie de découvrir un peu des saveurs de partout et de les infuser dans votre cuisine? Je dirais qu'à la base, j'aime pas tout ce qui est strict, tout ce qui est figé. Voilà, à la base, j'aime bien découvrir et puis j'aime bien faire découvrir aussi. Et puis, j'aime faire bouger les choses. Donc du coup, vous allez voir, je vais rentrer peut-être dans un marché, je vais voir une feuille de vétiver, je me dis pourquoi pas, je vais voir des navets, enfin tout, je dirais pas n'importe quoi, mais je cuisine avec vraiment tout. Je vois par exemple du bambou, je me dis on peut cuisiner dedans à partir du moment où c'est du bois, on peut s'en servir pour faire des cuissons. Je suis tout le temps en train de rechercher. Par exemple, là, la marinade de la veille, je me suis dit qu'est-ce que je vais encore faire parce que j'avais l'impression d'avoir tout fait. Parce que j'ouvre le frigo, je vois des olives, j'ai dit waouh, je vois des cornichons par là, j'ai dit olives, cornichons. Pourquoi ne pas tenter l'aventure? Et on a essayé, c'était juste parfait. Et ça passait. Ça passait, mais grave. C'était un peu acidulé, mais on a coupé un peu avec un peu de miel pour donner une note un peu arrondie quand même. Il faut toujours checker, il faut chercher. Et vous êtes à la tête de 3 restaurants. Mais comment vous arrivez à gérer la logistique pour que les plats soient toujours aussi bons dans un restaurant comme dans l'autre? C'est pas évident. C'est pas évident. Ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on essaie de switcher en fait avec le personnel. Donc vous pouvez venir par exemple au petit restaurant, la base du premier restaurant. Vous allez retrouver des têtes que vous ne reverrez pas forcément le lendemain et vous les reverrez à la suite de l'autre côté. Donc de sorte à ce que tout le monde puisse tourner comme ça pour que la cuisine puisse être la même. Et ce que je fais, on essaie de faire les kits fin prêts pour les assaisonnements, les marinades, etc. De sorte qu'on dispatche pour retrouver à peu près les mêmes goûts partout. Donc on a les plats phares qui, on sait qu'en général, quand on vient chez Nina, c'est de manger un tel plat. Et celui-là, on le fait en grande quantité et on dispatche. De sorte qu'on ne dise pas que là, c'était bon et là, c'était pas bon. C'est ça, parce qu'il faut que la qualité soit un peu assurée de tous les côtés. Moi, j'ai plutôt cette question autour de... Vous avez parlé des feuilles de bambou et souvent, on voit maintenant des plats en bois. Avant, dans les restaurants, c'était vraiment... Tout doit être immaculé, les assiettes blanches, même les serviettes blanches et tout ça. Mais je vois qu'il y a un retour vers tout ce qui est afrocentrique et puis infuser du bois, des feuilles dans la cuisine. À quoi cette tendance? Et puis, comment est-ce que maintenant vous utilisez, disons, les produits locaux dans votre cuisine? Je pense que la cuisine évolue un peu comme dans le make-up, un peu comme dans la vie normale. Avant, par exemple, regardiez un clip, vous voyez, le monsieur, il est là, il tire un truc là, il met là, il fait ça. Aujourd'hui, voilà, ça bouge, on change de paysage. Je pense que c'est un peu comme ça. Et je me dis que quand on cuisine, quand on a l'amour de la cuisine, l'idée première, c'est de vouloir faire voyager la personne à qui on va servir quelque chose. Vouloir faire voyager, de vouloir faire...
apprécier en fait. Donc quand on a cet esprit-là, je pense qu'on a tout envie de voyager, on a tout envie de toucher un peu à tout, histoire de satisfaire. Donc moi par exemple, la cuisson, on n'a pas vu toutes les cuissons, mais je disais par exemple à mes filles que la cuisson, elle démarre déjà au bas de la préparation. Même quand on découpe les oignons, quand on découpe les tomates, on peut commencer à assaisonner. Même le feu qui va servir pour faire par exemple la grillade, on peut mettre des épices. C'est comme si on se parfumait pour sortir. Si par exemple le feu, on peut y mettre des feuilles de laurier, on peut y mettre par exemple une pointe de cannelle, on ferme avec une cloche. Voilà, une bonne odeur qui se diffuse et même quand on met la viande par-dessus, on ferme. C'est juste bon. Quoi. Est-ce que vous enseignez vos recettes aussi aux gens qui travaillent avec vous? Parce qu'au cas où vous n'êtes pas là ou que vous êtes malade. Si. Et dans le reportage, c'est ce qui s'est passé. Je leur ai dit, vous venez avec moi, vous regardez de A à Z. Parce que demain, si on vous appelle que je ne suis pas là forcément, vous serez amené à le faire. Vous n'avez pas peur quand même qu'on vous pique vos recettes et que quelqu'un aille faire un restaurant? Non, quand même. En ce sens où, comme je disais, ma cuisine, elle évolue en fait. Il y a des plats que j'ai fait, par exemple, il y a 2 mois, vous me demandez, je me dis, ah bon? Et quelqu'un qui vient, on a mangé ça la dernière fois, on avait la même chose, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Donc c'est vraiment par inspiration. Là, par exemple, avec les olives, le coup des olives et les cornichons, c'est venu, j'ai ouvert le frigo, j'ai vu, paf, on a cuisiné. Donc c'est un peu comme ça. C'est quoi vos plans? Vous avez 3 restaurants aujourd'hui, vous êtes toujours un peu Miss Cocktail à côté, mais c'est quoi votre vision à moyen et long terme de votre carrière? Ma vision, déjà, il faut dire que je travaille beaucoup avec des petits jeunes. C'est des jeunes en situation un peu difficile, des défavorisés, des orphelins, des petits jeunes de la rue aussi qu'on récupère ça et là. Donc c'est donner quand même un petit avenir là, à ces petits jeunes-là. Aujourd'hui, quand je prends par exemple des élèves en stage qui viennent des maisons de cuisine, mais c'est conventionnel, c'est vraiment la cuisine européenne, type, c'est pas ce qu'on mange aujourd'hui à notre table. Même quand tu vas en Europe dans des cuisines, c'est pas ce qu'on cuisine. On cuisinait la fleur d'hibiscus, des choses comme ça, mais c'est de ramener la cuisine un peu à nos grammaires, mais faire quelque chose d'esthétique. C'est pas parce que c'est africain ou c'est machin que c'est pas forcément joli et c'est pas forcément classe. Donc c'est ramener peut-être ces jeunes-là, faire une petite école de formation, ressasser des petits jeunes comme ça et là, et puis leur apporter quelque chose quand même. Et qui va rester surtout. Super. C'est vrai qu'on vous a entendu en parler, c'est pour vous la couleur dans l'assiette c'est très important. Enfin le fait que l'assiette soit présentée, votre restaurant s'appelle l'air fruité, c'est vraiment tout est autour des couleurs et des senteurs et des sens en fait finalement. C'est ça. Pourquoi c'est aussi important? C'est vraiment important parce que je veux dire déjà la cuisine ça commence par le visuel. Si vous présentez un plat qui n'a pas qui a piètre allure, tout de suite on se dit oh ça donne pas envie. Donc présenter un plat qui est bien coloré, qui a même des fleurs comestibles à l'intérieur, même si c'est pas bon tout de suite qu'on voit, on fait on mange avec les yeux. Et après la suite, on dit tout ça pour ça, mais bon déjà on avait déjà dégusté quoi. Alors Nina ici chez les femmes d'ici on a un rituel qui s'appelle le tac au tac où on vous pose des questions. C'est-à-dire vous avez 2 choix et en 2 secondes vous devez répondre. D'accord. C'est bon? C'est bon, on va essayer. Le tac au tac tout de suite. Alors Nina, on va commencer doucement. Café ou thé? Je dirais thé quand même. Aloko ou Atieke? Atieke. Coupé décalé ou zouglou? Zouglou. Vital ou Boba Abissara? On s'en va là-bas maintenant. C'est ni l'un ni l'autre. Ouais, ni l'un ni l'autre. Ah ouais. Quand je dis jaune, vous pensez à quoi? Jaune, moi je pense à du peps. Couleur, dynamisme, gaieté, joie, soleil. Basket ou talon? Basket. Elle est même venue en basket. Je me suis mariée récemment en basket aussi. C'est vrai? J'ai eu des baskets blanches. Trop bien de voir les photos. C'est bien ça. La prochaine fois. Skinny ou Apuchu? J'ai mis ça dès que je vous ai vu. J'ai dit, il faut que je mette ça. Alors, vous éteignez votre réveil combien de fois? Je ne vous ai pas compris. Vous éteignez votre réveil combien de fois le matin? 3 fois. Même si c'est toutes les 2 minutes, je me dis 2 minutes, ça me laisse le temps de dormir encore. Parfait. Je peux poser une question de plus? Oui, vas-y. Comme vous êtes Miss Cocktail, 2 cocktails, Mojito ou Cosmopolitan? Long Island, Iced Tea? Non, Mojito quand même, c'est plus frais avec la menthe et tout ça. Long Island, c'est corsé, hein, faut y aller. Merci beaucoup, Nina. Merci. En tout cas, bonne continuation. Hein. On sera à l'air fruité. Hein. Et demain, un bon repas pour vous. Promis, j'irai. Merci beaucoup. On va prendre le public à témoin, en tout cas. Et on vous dira donc demain, demain ou après-demain plutôt, si on a effectivement goûté le plat de Nina. Merci d'avoir été avec nous. C'est ma voisine, je passe ma commande. Allez, on vous demande de rester avec nous. On se retrouve juste après une courte page de pub. À tout de suite.
De retour sur le plateau des femmes d'ici, nous allons maintenant partir en business où Afou nous dira comment accéder au financement. Elle l'a fait une première fois et ça, c'est partie 2. À tout de suite. Donc voilà les filles, c'est un sujet qui avait eu beaucoup d'engouement, donc j'ai décidé de continuer et d'élaborer un peu plus sur le sujet autour de comment accéder au financement. La première partie, aujourd'hui, je ne viens pas juste vous dire voici ce qu'il faut faire, c'est de voir si vous êtes même prêt au financement. Parce que la plupart du temps, je trouve que souvent c'est une excuse qui est utilisée par les entrepreneurs ou les gérants pour dire oh oui, on ne peut pas faire plus parce qu'on n'a pas accès au financement, on peut pas faire, je ne peux même pas commencer mon activité parce que je n'ai pas de financement. D'abord, il y a une base très claire à comprendre. Les banques ne sont pas des fondations, ne sont pas des ONG. Elles sont dans le business de faire de l'argent. C'est lucratif. Et donc, elles ne sont pas là pour vous aider, pour vous soutenir. C'est pas ces gens-là qui vont croire en vos idées et vouloir vous accompagner dans le rêve. Non. Elles sont vraiment très pragmatiques, orientées sur le risque, sur la mesure de leurs facteurs. Et c'est seulement après tout ça qu'ils peuvent vous octroyer des prêts. Et donc, vous, en tant qu'entreprise ou en tant que gérant d'entreprise, c'est de comprendre à quelle position je suis et est-ce que vraiment j'ai des chances d'avoir le financement. Parce qu'il ne faut pas attendre que la banque nous dise non. Il faut que nous-mêmes, on commence déjà à se préparer pour l'investissement ou bien, si on n'est pas prêt, quelles sont les autres options. Donc, l'angle aujourd'hui, c'est de voir quelles sont les autres options en dehors du financement des banques. Ouais. Et donc, quand on regarde, par exemple, une entreprise qui vient de commencer, par exemple, on parle maintenant de... Je prends un restaurant, par exemple, comme la dame qui était là. Il faut voir si son restaurant vient d'ouvrir. Elle n'a pas forcément les moyens d'aller vers une banque parce que déjà, il faut comprendre qu'il faut des garanties. Quand tu vas vers une banque pour demander un prêt, pour eux, dans leur tête, même si tu as la meilleure foi, ils se disent que oui, elle est de très bonne foi, elle va nous payer. Si elle ne peut pas payer, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, c'est de vous assurer que le restaurant est en votre nom, que vous avez des biens, par exemple votre maison, une voiture, ou du collatéral qu'ils peuvent utiliser pour dire qu'au cas où ça ne marche pas, ben on va reprendre sa voiture et temporairement. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est de regarder qu'est-ce qui est plus sûr. C'est-à-dire, les banques ne vont pas vous donner de l'argent pour votre besoin en fonds de roulement. C'est-à-dire que vous allez prendre 10 000 pour aller payer le piment et tout, parce que ça, ils ne voient pas. C'est difficile à tracer. Ils vont vous donner, par exemple, si vous dites, OK, je dois payer une nouvelle cuisinière. Ils peuvent aller sur le marché et savoir qu'une cuisinière coûte 300 000 et c'est dans cette cuisinière-là que l'argent va partir. Et donc, c'est de faire un vrai bilan, de voir quels sont vos besoins en matériaux, en actifs, que vous pouvez utiliser votre prêt pour le faire. Et la dernière partie, c'est autour de la traçabilité. Donc, même si c'est un commerce où vraiment il y a beaucoup de liquidité en termes de l'argent vient, les clients rentrent, vous avez beaucoup de dépenses, c'est d'essayer de contrôler ça ou bien de mesurer le plus que possible. Et c'est d'utiliser, par exemple, Excel ou bien même les téléphones. Allez dans vos notes. Voilà, je suis venue aujourd'hui avec 50 000 cash, on a payé ça et ça et là. Comme ça, ils savent ce qui rentre, ce qui sort. Et quelle est cette capacité que vous aurez de maintenant repayer les prêts. Et ça, il ne faut pas que ce soit beaucoup plus carré que ça? Les books, quand même, Justement, mais si déjà tu le fais au jour le jour, après, maintenant, tu te fais accompagner de services vraiment appropriés qui vont maintenant te les mettre dans les documents précis et tout ça. Il y a même des systèmes comptables. Une fois que tu les as en place, ben, ton comptable t'aide et tous les jours, vraiment, on sait ce qui se passe. Et après, si vous ne voulez pas aller vers les banques, il y a d'autres options. Ces gens-là, vraiment, qui sont des investisseurs, qui vont croire en votre idée, eux aussi, comme on dit, investisseurs, ils investissent pour avoir des revenus et quelque chose en retour, et bien sûr positif. Donc, eux aussi, même s'ils croient plus en votre idée, eux aussi, ils veulent voir où est-ce que vous allez. Donc, c'est autour de votre croissance. Ne pas dire, j'ai un restaurant, c'est tout ce que je veux. Ils veulent voir que s'ils investissent, demain, ça deviendra 2, 3, 4, 5 restaurants et qu'ils pourront enfin reprendre leur argent. Parce que la plupart du temps, avec les investisseurs, ce n'est pas forcément des prêts, mais ils viennent en tant que soutien. Et c'est quand maintenant le business grandit qu'ils peuvent maintenant récupérer leur argent. Donc voilà quelques petites astuces autour du financement. Du financement participatif, est-ce que ça se fait beaucoup en Côte d'Ivoire maintenant? Oui, c'est justement ça. Et donc, quand on parle du financement participatif, de ce qui est equity, c'est ça vraiment la base des startups. Et donc, quand on parle de nouvelles entreprises et tout, on ne doit pas forcément penser prêt, on ne doit pas forcément penser banque, on doit plutôt penser justement des investisseurs, des venture capitalists, des private equity funds qui vont justement donner cette participation-là. Et donc, eux, ils prennent un pourcentage de votre activité. Et donc, il ne faut pas penser que je dois être seul pour avancer, je dois cacher mes idées, je dois être que seul. Non, on avance beaucoup plus quand on a justement des investisseurs qui viennent avec leurs compétences et aussi leur capital. Et voilà.
Merci beaucoup à vous. Alors, on va revenir à la nourriture, hein, parce que vous savez, quand on parle de nourriture, là, c'est à moi qu'on confie la tâche. On meurt déjà de faim, mais c'est à moi qu'on confie la tâche. Et là, aujourd'hui, nous allons parler du porc sauté dans À vos tabliers. Tout de suite. Ça, c'est la poitrine des cochons. C'est ici on fait la cuisson. On fait fumer d'abord. Bon, l'assaisonnement, ça, c'est le secret de la cuisine. Excusez-moi, mais c'est le secret de la cuisine. D'accord. Voilà. Voilà ça. Bonjour, madame. Bon, ce qui fait la différence entre la poitrine et les autres parties, bon, la poitrine, c'est mélanger un peu de chair et puis un peu de peau. Voilà. Voilà, tout ici c'est la chair, là-bas c'est la peau. Il y a des clients qui aiment ça. Tant qu'ils ne voient pas la peau, ils n'aiment pas manger. Il y a des gens aussi qui aiment la chair sans la graisse. Voilà pourquoi on le fait fumer d'abord. Il faut prendre et aller vendre. Il faut mettre sur tes points. Parce que quand tu fais fumer d'abord, toute graisse là descend d'abord. Maintenant, quand tu fais repasser sur la plaque chauffante, voilà, c'est facile à manger. Ce n'est plus gras. Ça devient moins gras. On a décidé de prendre les poitrines des cochons. Maintenant, après d'avoir découpé un morceau, je mets l'assaisonnement dessus. Excusez-moi pour je découpe les oignons en petits morceaux. L'oignon, ça permet à la bonne cuisson de la viande. Ça permet aussi de bien manger avec l'accompagnement du pain ou soit de la tété. Bon, ce que je viens de faire, ça coûte 1000 francs. Ok, je vais mettre un peu de piment à côté. Maintenant, un plat, ça fait 1200 francs. Le plat de 1200. Je vais servir ma cliente maintenant. La fille là aussi, elle est sérieuse, c'est ça qui mange. Elle parle même pas. Elle mange avec amour. Ouais. Vous savez ce qui me plaît dans Côte d'Ivoire, c'est qu'on peut avoir tous les problèmes du monde, mais la nourriture seulement là. C'est pas vrai. Oui, bien sûr. On peut même manger à moindre prix de bonnes choses. Ouais. C'est ce qui me plaît. Mon pays, j'adore la Côte d'Ivoire. Ouais. Regarde, pour 1000 francs. Elle dit la nourriture, j'adore la Côte d'Ivoire. Elle aime plus le porc. Ouais. C'est tellement vrai ce que tu dis. Le porc et la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, de tout. Par rapport à d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, moi personnellement, c'est la nourriture préférée. Ouais. Et quand tu vas dans beaucoup d'autres pays de la sous-région, la nourriture n'est pas aussi accessible qu'en Côte d'Ivoire. Et diversifiée. À chaque coin de la rue, il y a à manger. Ouais. J'avoue. Bon, écoutez, nous, on mange pas le porc, mais ça nous a donné envie tellement on a faim. Tellement on a faim aujourd'hui, là. On était là. Il faut vraiment qu'on s'arrête là. On va arrêter l'émission là, comme ça. On va aller manger. On a parlé de restaurant et de nourriture les dernières 20 minutes, là. On se retrouve, mesdames et messieurs, demain. On vous souhaite une excellente fin d'après-midi. À demain sur la nouvelle chaîne ivoirienne.